Vous plairait-il, gentes dames, mes seigneurs, d'écouter une histoire qui bellement raconte et l'amour et la mort, l'histoire de Tristan et de la reine Iseux. Écoutez donc comment, à grand-peine, à grand deuil, il fut repris d'amour, et comment vint la mort un même jour, de lui à elle, et d'elle à lui. Jadis, régnait en Cornouailles le roi Marc. En pleine guerre, il vit arriver Rivalène, le roi de l'Aunois, qui franchissait la mer pour lui porter secours. Par l'épée, le conseil, comme eût fait un vassal, il servit en fidèle, si bien qu'en récompense, il reçut du roi Marc pour épouse sa sœur, la très douce et très belle blanche fleur, qu'il aimait d'un merveilleux amour. Il l'épousa au vieux château de Tintagel. Mais quelque temps après les noces, la nouvelle survint. Le duc Morgan, l'ennemi de toujours, pillait le Launois, ses bourgs, ses champs, ses villes. Rivalène équipa ses nefs hâtivement, vers sa terre lointaine emmena Blanchefleur, avec l'enfant qu'elle portait. À Canoël, son château, il remit la reine en sauvegarde au maréchal Rohalt, que pour sa loyauté, tous nommaient joliment Rohalt le foie tenant. Ensuite, Rivalène rassembla ses barons et quitta Blanchefleur pour soutenir sa guerre. Il ne revint jamais. Rohalt fit de son mieux pour la réconforter. Son enfant vint au monde, un fils qu'elle embrassa. « J'ai si longtemps, mon fils, désiré de te voir, dit-elle, puisque tu es venu par tristesse ici-bas. Tu auras nom Tristan. » Rohalt le foie tenant recueillit l'orphelin. Il éleva Tristan avec ses propres fils. Rohalt lui enseigna la haine du mensonge, de toute félonie, à secourir les faibles, tenir la foi jurée. Tristan apprit aussi les divers arts du chant, et la harpe, et la chasse. Or, un jour de malheur, toute sa joie fut morte, quand ayant attiré Tristan sur leur bateau, des marchands de Norvège emportèrent l'enfant comme une belle proie. Mais c'est vérité vraie. Tous les marins le savent. La mer porte à regret les navires félons et ne veut pas aider au rapt ni aux traîtrises. Quand l'équipage aperçut dans la brume un pays hérissé d'abrupts et de récifs, où les vagues voulaient écraser leurs navires, ils firent donc le vœu de libérer leurs prisonniers et préparèrent une barque pour le porter vers le rivage. La barque de Tristan arriva jusqu'au sable d'une grève où venait sourire le flot calme. À grand effort, Tristan monta sur la falaise, aperçut les vallons d'une lande déserte, et au-delà sans fin la forêt, aperçut un superbe château, Tintagel. Béni soit Tintagel, et bénis soient ses hôtes. Ah, Seigneur, c'est là que jadis, à grand joie, son père Rivalène avait pris Blanchefleur pour femme. Mais le pauvre Tristan l'ignorait. Il sied à tout conteur qui veut plaire, gentes dames, mes seigneurs, d'éviter les trop longs récits. Car la matière de ce conte est si belle et diverse que rien ne servirait de l'allonger, que vous dirais-je. Après avoir erré par les mers, les pays, Rohalt le foie tenant aborda en Cornouailles. Il retrouva Tristan. Il montra au roi Marc l'escarboucle donné par lui à Blanchefleur, jadis comme un présent nuptial. Et il dit ces mots. « Roi Marc, celui-ci est Tristan de l'Aunois, le fils de Rivalène, le fils de Blanchefleur, et donc votre neveu. »
le roi d'Irlande avait équipé une flotte avec mission de ravager la Cornouaille, si Marc, ainsi qu'il le faisait depuis 15 ans, refusait de payer le tribut. Cette année-là, le messager du roi d'Irlande à Tintagel était un chevalier, un géant, le Morolt, dont le roi avait pris la sœur en mariage et qui sortait vainqueur de toutes les batailles. Pour la dernière fois, roi Marc, je fais entendre le mandement du roi d'Irlande, mon seigneur. Il t'enjoint de payer le tribut que tu dois. Et puisque trop longtemps tu t'y es refusé, il te requiert de me livrer en ce jour même 300 jeunes garçons et filles tout autant, tous de 15 ans, tirés au sort dans vos familles. Mon bateau qui attend au port de Tintagel les portera chez nous, où ils seront nos serfs. Mais toi seul excepté, roi Marc, comme il convient. Si l'un de tes barons veut prouver par bataille que le tribut d'Irlande est pris contre le droit, j'accepterai son gage. Alors Tristan s'agenouilla aux pieds du roi et lui dit : « Seigneur roi, s'il plaît à votre grâce de m'accorder ce don, je ferai la bataille. » Vainement, le roi Marc voulut l'en détourner. Mais Tristan s'obstina. Il remit au Morolt son gage. Et tout fut dit. Aucun œil ne put voir l'âpre lutte. Tristan, vainqueur, adressa bien haut ces mots aux compagnons du Morolt. « Gens d'Irlande, le Morolt s'est battu vaillamment. Regardez, ma lame est ébréchée, et le fragment qui manque est resté enfoncé dans son crâne. Emportez avec lui ce morceau d'acier jusqu'en Irlande. C'est le tribut, seigneur, du pays de Cornouaille. » Tristan vient au château. Entre les bras du roi, il s'effondre, et le sang ruisselle de ses plaies. C'est à grand déconfort que les gens du Morolt regagnèrent l'Irlande. Jadis, quand ils rentraient, ils se réjouissaient à revoir assembler ces hommes qui en foule l'acclamaient, et sa sœur la reine et sa nièce, Iseu la blonde, aux cheveux d'or, dont la beauté brillait déjà ainsi que l'aube qui se lève. Elle lui réservait le plus doux des accueils, le guérissait s'il présentait quelque blessure, car elle connaissait les baumes et breuvages ranimant les blessés aux portes de la mort. Iseu la blonde apprit à détester un nom, Tristan de Launois. À ce même moment, à Tintagel, Tristan languissait. Un poison coulait avec son sang de toutes ses blessures. Il songeait : « Roi Marc, mon cœur n'a pas perdu tout courage. Je veux tenter encore la mer, cette grande aventure, et me laisser porter par elle, seul, très loin, dans un pays, qui sait, où je pourrais trouver quelqu'un qui me guérisse. » Tristan supplia tant le roi Marc qu'il céda à son désir. Il le porta dans une barque, sans rame et sans voile. On posa seulement près de lui une harpe, ainsi qu'il le voulait, et la mer l'emporta. Douce, elle l'entraîna durant 7 jours, 7 nuits. Enfin la mer, à son insu, le rapprocha d'un rivage. Les pêcheurs du pays trouvèrent Tristan. Ils recueillirent son corps pour revenir vers le port et remettre le blessé à leur dame aimante, qui saurait peut-être le guérir. Leur dame
était Iseux la blonde. Seule, elle pouvait sauver Abilophiltre, le blessé. Mais seule aussi, plus que toute autre femme, elle voulait sa mort. Quand Tristan, ranimé par son art, reconnut où il était, il sut que le sort le jetait sur une terre de péril. Il s'enfuit, et après maint danger, un jour, il reparut par devant le roi Marc.